Aujourd'hui, nous allons parler de l'euro et je vais essayer de vous démontrer que l'euro est un poison pour la France, pour ses entreprises, pour ses industries, pour ses agriculteurs, mais également pour vous, votre pouvoir d'achat, votre niveau de vie et peut-être même demain, votre épargne. Alors, on va commencer par faire un petit rappel historique. Quand l'euro a été décidé, c'est le traité de Maastricht qui a intronisé l'euro, monnaie unique, en 1992. Et la France a décidé, par l'intermédiaire du président Mitterrand, de faire valider cette nouvelle monnaie, de ratifier ce traité de Maastricht par le biais d'un référendum. Et donc, pendant toute cette campagne référendaire qui a duré plusieurs mois, il y a eu des débats passionnés. J'étais moi-même étudiant à Sciences Po et on en parlait toute la journée, mais sur toutes les télés, c'était le sujet prioritaire. Et vous vous en doutez, déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a maintenant 27 ans, la plupart des éditorialistes, des chroniqueurs, des économistes étaient particulièrement favorables à l'euro. Et on entendait pratiquement que cette version extrêmement favorable sur toutes les antennes, et la plupart d'ailleurs de la classe politique était elle-même favorable à l'euro. À droite, il n'y avait que le duo Pasqua-Seguin qui s'y était opposé. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait à l'époque ? J'ai la chance d'avoir aujourd'hui un certain âge, les jeunes qui m'écoutaient n'avaient pas connu cette époque-là. Je vais essayer de vous rappeler ce qu'on disait de l'euro à l'époque, ce qu'on voulait nous faire croire. Alors, on nous expliquait que l'euro allait nous permettre de faire des économies en termes de frais, de change, de transactions sur la monnaie. Donc, ça allait faire des économies importantes. Ça allait faciliter le tourisme, les échanges entre les pays de la zone euro, et tout cela allait créer quasiment automatiquement une croissance quasi immédiate. Au bout de quelques mois, nous aurions dû retrouver de la croissance. Et puis l'euro avait aussi une ambition, celle de supplanter le dollar au niveau des échanges internationaux et de devenir la monnaie de référence, puisque vous savez que le dollar américain est un atout considérable pour l'économie américaine qui, de ce fait, a une monnaie que tout le monde utilise et que donc personne n'a intérêt à voir chuter. Et donc ça permet aux États-Unis d'avoir parfois des politiques très laxistes en termes budgétaires sans avoir à en payer les conséquences. Alors, on est aujourd'hui 27 ans après. Quels sont les résultats de toutes ces ambitions en termes de croissance? Alors, moi j'ai pris la croissance de diverses zones depuis 2009. Entre 2009 et 2019, la Chine a connu un taux de croissance de plus 139%. L'Inde, plus 96%. Alors vous allez me dire, ces deux pays, c'est des pays émergents, c'est normal que ça monte. Bien. Les États-Unis, plus 34%. Est-ce que vous savez à quel niveau se situe la zone euro depuis 2009 ? Eh bien, on est à moins de 2% de croissance. L'Europe est aujourd'hui, dans le monde, la seule zone où il n'y a pas de croissance à proprement parler, depuis 10 ans, malgré cette monnaie unique qui devait véritablement amener exactement le contraire. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. Ensuite, donc, le deuxième objectif de l'euro, c'était de concurrencer le dollar. Alors, aujourd'hui, le dollar représente 65% des échanges mondiaux, l'euro, 27%. Ce qui veut dire, bien sûr que l'euro est toujours très à la traîne par rapport au dollar, mais surtout que l'aura de l'euro ne dépasse pas le cadre de la zone euro, puisque la zone euro représente elle-même à peu près 22% du PIB mondial. Donc en fait, l'euro ne sert à libeller que les échanges entre pays de la zone euro, et accessoirement quelques pays de l'ex-zone franc, enfin du franc CFA, etc. Mais l'euro n'a absolument pas franchi ses frontières. Donc, c'est un échec sur toute la ligne. Alors, comment est-ce que les mêmes économistes qu'on entendait il y a 27 ans, qui nous expliquaient que ça allait être la panacée à tous les problèmes, nous expliquent aujourd'hui que l'euro ne marche pas? Eh bien, on nous dit que certains pays de la zone euro, la France, l'Italie, entre autres, pour citer les deux principaux, n'ont pas fait les réformes nécessaires pour adapter leur compétitivité à l'euro. C'est ce qu'on nous dit. Et je vous ferai remarquer déjà quelque chose de très simple, pour commencer. C'est qu'au moment des débats de Maastricht, du référendum, il y a 27 ans,
Personne ne nous a dit qu'il fallait faire des efforts de réajustement, des efforts d'adaptation, des réformes. On nous a expliqué que l'euro était une panacée, un outil miracle pour nous permettre de retrouver à la fois de la croissance et de gagner en puissance économique. Et alors, il y a pire. Récemment, nous avons un institut économique réputé qui s'appelle le Centre de politique européenne. C'est un institut allemand qui est basé à Francfort, le CEP, qui a montré que depuis l'introduction de l'euro en 2001, chaque Français a perdu 55 000 euros depuis 2001. Chaque Italien, 70 000 euros. Chaque Portugais, 40 000 euros. Chaque Espagnol, 15 000 euros. Et que les seuls qui ont réellement profité de l'euro, ce seraient les Allemands et les Hollandais. Alors, pour aller plus loin, puisque là c'est une vision un peu imagée, l'Institut explique que des pays comme la France et l'Italie ont une déperdition de PIB d'à peu près 15% à cause directement de l'euro. Et que par contre, l'Allemagne et les Pays-Bas ont, eux, un surcroît de croissance qui est apporté par l'euro. Et quand on regarde bien les choses, c'est normal. Pourquoi ? Parce que la parité de l'euro a été fixée dès sa mise en place, c'est-à-dire en 1999, à un cours qui est pratiquement le cours du mark, mais légèrement en dessous. Et par contre, le cours de l'euro a été fixé sur une parité bien au-dessus du franc et bien au-dessus de la lire. Alors, qu'est-ce que ça produit comme effet ? Pour l'économie allemande, l'euro est à un niveau idéal. Il favorise ses exportations. Pourquoi ? Parce qu'une monnaie sous-évaluée, légèrement sous-évaluée, rend ses produits moins chers pour tous les consommateurs étrangers. Les consommateurs étrangers qui vont libeller leurs achats en euros pour acheter des produits allemands vont payer moins cher, en réalité, au niveau du change. Et donc ça rend les produits allemands plus compétitifs. En revanche, pour la France et pour l'Italie, qui sont les principaux concurrents industriels de l'Allemagne, c'est un véritable fardeau. Pourquoi ? Parce que l'euro est surévalué par rapport à leur ancienne monnaie, donc les clients doivent payer plus cher au niveau de la conversion pour acquérir des produits français ou italiens. Donc les industries françaises ou italiennes ont vu leurs produits surenchéris d'environ 15 à 25%. Et c'est pour ça qu'un jour, Laurent Fabius lui-même a eu cette phrase excellente: « L'euro n'est pas une monnaie forte, pour nous, c'est une monnaie chère. » Voilà. Et donc, les industries françaises, les industries italiennes, mais également espagnoles, sont broyées par la concurrence allemande. Il se passe donc en réalité, sous nos yeux, ce qu'un homme politique de gauche, que vous connaissez tous, qui est Pierre Mendès France, avait prévu dès la signature du traité de Rome en 1957. Peu de gens le savent, mais Pierre Mendès France avait voté contre la ratification du traité de Rome dès la création donc de la communauté européenne. Et je vais vous citer une phrase qu'il avait prononcée devant l'Assemblée nationale à l'époque. Il avait dit « La création d'un espace ouvert et unifié favorise automatiquement l'économie la plus performante, qui finit par aspirer vers elle toutes les autres activités moins performantes, et donc cela dessertifie les zones les plus faibles, les moins compétitives. » Voilà. C'est Mendès France qui avait eu cette vision, et c'était un visionnaire sur ce point-là, il y a à peu près 60 ans. L'impact de l'euro au niveau de nos industries et de nos entreprises est considérable. Mais il se double de deux autres effets pervers qui sont propres à l'Union européenne depuis une quinzaine d'années. Nous avons d'abord l'élargissement aux pays de l'Est en 2004. Alors cet élargissement, évidemment, il a renforcé les délocalisations vers des pays à bas coût qu'on a mis au sein même de la zone euro. L'Allemagne en a profité, déjà elle a été placée au centre de l'Europe. Prenez une carte, vous regardez ce qu'était l'Union européenne à l'époque en 2000. La France était au centre de l'Union européenne, c'était le pays central. Depuis 2004, le pays central, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne et ses entreprises en ont profité pour disposer de tout un réseau de sous-traitants à très bas coût de main-d'œuvre à ses frontières, la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. Donc elle a renforcé encore sa compétitivité, pendant que les autres pays, France, Italie, Espagne, n'ont, eux, eu comme effet que des délocalisations vers les pays de l'Est. Et puis, il faut le dire,
dès l'arrivée au pouvoir de Gerhard Schröder, chancelier allemand à partir de 1997. L'Allemagne a mis en place des réformes pour se préparer à l'introduction de l'euro et pour alléger sa fiscalité, ses charges, son droit du travail, bref, améliorer la compétitivité de ses entreprises pour gagner sur ses concurrents immédiats. Encore une fois, la France et l'Italie sont les deux principaux. Pendant ce temps-là, en 1997, nous avions en France Lionel Jospin, ça a été les 35 heures, ça a été les aides médicales d'État, ça a été la CMU, j'en passe et des meilleurs. Résultat, aujourd'hui, l'Allemagne a une dépense publique d'à peu près 42% de son PIB, l'Italie 50%, la France 57%. Il y a donc, et ça, l'euro n'en est pas responsable, c'est vraiment nos politiques à nous, une distorsion de concurrence formidable qui finit d'achever nos industries et notre compétitivité internationale vis-à-vis de l'Allemagne, une distorsion de concurrence formidable qui, associée à l'euro, a des effets dévastateurs. Et vous le voyez bien, en France, c'est un long flot, une longue hémorragie de délocalisation et de faillite industrielle, pendant que l'Allemagne, elle, est en pleine santé. Alors aujourd'hui, tout ceci nous pose un gros problème. Comment faire? L'euro nous plombe. Et il faudrait pour cela, nous-mêmes, se réajuster à l'Allemagne. Sauf que c'est pas pareil de s'ajuster dans une période où on est chacun de notre côté et où on a le temps et la facilité, si vous voulez, de le faire dans notre coin sans subir à plein la concurrence d'un pays qui, lui, est déjà en pleine forme. Si on adapte aujourd'hui le même train de réforme en France pour réajuster notre économie à l'économie allemande, l'hémorragie va se poursuivre pendant plusieurs années, le temps que tout ça se mette en place, parce que vous avez un pays qui est déjà dans les normes, et nous, par contre, nous allons subir récession, fuite des cerveaux, révolte sociale. Donc, le réajustement ne peut se faire que dans la douleur. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, la fuite des activités va se poursuivre irrémédiablement, parce que de toute façon, la parité de l'euro ne nous est toujours pas favorable. Et puis, ce que je reproche le plus à l'euro, c'est qu'il a un effet très pervers. Il masque partiellement les carences de notre économie vis-à-vis de notre population en particulier. Depuis 10 ans, la France est affligée d'une balance commerciale catastrophique. La balance commerciale, je le rappelle, c'est la différence entre les exportations et les importations. La France a depuis plus de 10 ans une balance commerciale déficitaire de plus de 50 milliards d'euros par an, 50, 60, 65. On tend vers les 70, ça empire d'année en année. Cela veut dire que nous importons toujours plus de produits par rapport à ce que nous exportons. Donc ça traduit la faiblesse de notre compétitivité, la faiblesse de nos industries quand elles se confrontent aux concurrents. Et pendant le même temps, il faut le savoir, l'Allemagne, elle, est excédentaire de 250 milliards d'euros. Et l'Italie, qui elle-même est plombée par l'euro, conserve quand même une balance excédentaire de 50 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire, cette balance commerciale, qu'est-ce que ça nous fait, Il faut le savoir. Dans la même situation, si nous avions gardé notre monnaie nationale, cela se traduirait par une véritable fuite de notre devise nationale à l'étranger, une pléthore de devises nationales à l'étranger, une chute de notre monnaie et véritablement une catastrophe pour notre économie, une crise grave. Et la France a déjà connu ça. Quand il y a eu, à partir de 1981, la relance par la consommation entamée par le gouvernement socialiste Mitterrand-Mauroy, eh bien, on a apporté du pouvoir d'achat à la population française sans aider de l'autre côté les industries. Résultat, tout cet argent, toutes ces liquidités qui ont été injectées dans l'économie ont été consommées en produits importés. La balance commerciale était déficitaire à peu près dans les mêmes proportions que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le franc a chuté, les capitaux s'en allaient. Il y a même une période où le gouvernement interdisait aux Français de sortir avec plus de 2000 francs par personne de l'Hexagone, de nos frontières. Nous étions au bord de la banqueroute. Là, avec l'euro, tout ça ne peut plus se produire. On évite la catastrophe. Pourquoi? Parce que les déficits français sont compensés par les excédents allemands, italiens, néerlandais, et
cela permet à tous les défenseurs de l'euro de dire « mais regardez, c'est une monnaie qui nous protège, c'est une monnaie qui nous évite les catastrophes ». Oui, c'est vrai. En fait, en parlant de ça, l'euro a le même effet que pourrait avoir sur un corps endolori la morphine. C'est-à-dire qu'elle maintient notre économie en situation de sous-compétitivité sans qu'elle en ressente les douleurs. On ne sent pas la douleur, on n'est pas en faillite, pour la bonne raison qu'il y a d'autres pays qui soutiennent la monnaie. Et donc, depuis 15 ans, nous évitons de nous réadapter à la situation parce que nous ne sentons pas la réalité de notre économie, c'est-à-dire une véritable catastrophe économique au niveau de nos activités. Et c'est l'euro qui nous maintient dans une espèce de modus vivendi relativement tranquille. Et pendant ce temps, l'hémorragie des industries continue à se poursuivre sans que nous le sentions. C'est donc un poison qui a le même effet que la morphine et qui passe pour un soin palliatif, alors qu'en fait, il nous permet de nous maintenir dans un système particulièrement néfaste sans en mesurer les conséquences. Et puis, je voudrais parler d'un deuxième aspect qui est particulièrement bien caché au grand public. Depuis la crise des subprimes, depuis la crise des dettes souveraines, donc les années 2008, 2010, 2011, les économies de la zone euro et les États, comme la France, l'Italie, l'Espagne, sont en grande difficulté, la Grèce bien sûr. Et la Banque Centrale Européenne et la Commission de Bruxelles ont mis en place toute une politique pour sauver l'euro. Et cette politique nous coûte en réalité extrêmement cher et a énormément d'effets pervers sur notre économie et probablement bientôt sur votre épargne, vos dépôts bancaires, votre pouvoir d'achat. Depuis 5 ans, la Banque Centrale Européenne a mis en place une politique de quantitative easing parce que les pays très endettés, toujours les mêmes, France, Italie, etc., peuvent être victimes d'une spéculation sur les marchés, c'est-à-dire que les investisseurs, les spéculateurs, attaquent nos dettes souveraines et font monter les taux d'intérêt, font flamber les taux d'intérêt, pourraient précipiter nos pays dans la faillite. Et la France est bien placée à ce niveau. Alors la Banque Centrale Européenne rachète massivement des bons du Trésor français, italiens, etc., pour désamorcer la spéculation. Alors tout ça a été fait à partir de 2014 par M. Draghi, quand il est devenu président de la BCE, et cette politique était corrélée à tout un plan de réforme qui devait être mis en place pour que ces économies-là, France, Italie, etc., se remettent aux normes. Elles ne l'ont pas fait, ou très peu. Et qu'est-ce que ça provoque aujourd'hui? Quel est le revers de cette politique? Il faut savoir que cette politique de quantitative easing, c'est des centaines de milliards d'euros, voire 1000 milliards d'euros par an, que la BCE investit dans les bons du Trésor des pays du Sud. Eh bien, comme les banques elles-mêmes sont demandeuses de bons du Trésor, les taux d'intérêt des bons du Trésor baissent continuellement jusqu'à en devenir négatifs, comme c'est le cas depuis quelques mois. Alors on va nous dire c'est bien pour les États parce qu'ils se refinancent à moindre coût, bon, ça nous donne un ballon d'oxygène. Mais alors le problème maintenant, c'est que ce sont les banques et les compagnies d'assurance qui sont en grande difficulté. Alors il y avait déjà depuis la crise des subprimes des banques en grande difficulté, la Deutsche Bank, la Royal Bank Scotland, la banque Montepaschi, toutes les banques aujourd'hui sont mises en difficulté par cette situation, et également les compagnies d'assurance. Pourquoi? Parce que toutes ces institutions financières ont des placements en bons du Trésor, qui non seulement ne leur apportent plus rien, mais leur coûtent, puisque les taux d'intérêt sont négatifs, et derrière, avec ces bons du Trésor, avec ces placements, elles doivent rémunérer l'épargne de la clientèle. Alors comment font-elles? C'est très simple, déjà, certaines banques sont en difficulté, on a dû recapitaliser AG2R La Mondiale, Sogecap, évidemment, la rémunération de l'épargne baisse, et puis, les banques commencent à facturer tout ça aux clients, c'est-à-dire qu'on augmente les frais bancaires, on parle de faire payer les comptes de dépôt, bref, tout ça finit par se retourner petit à petit vers l'usager des banques, l'usager lambda. Mais savez-vous ce qui est prévu en cas vraiment de gros pépins pour une grosse banque? Savez-vous ce qui est prévu pour renflouer tout ça? Puisque vous le savez, une simple faillite bancaire d'une seule banque provoque l'effondrement de tout le système, puisque les banques se prêtent de l'argent entre elles. On ne survivrait pas à la chute d'une banque qu'on appelle de risque systémique. Eh bien, les institutions européennes ont adopté, il y a quelques années, une directive qu'on appelle BRRD. Cette directive a été validée par le Parlement français en 2016, donc elle est tout à fait adaptable et elle peut être mise en vigueur très rapidement.
Cette directive, elle prévoit quoi? Eh bien, elle prévoit de ponctionner les comptes des clients sur les dépôts supérieurs à 100 000 € en cas de risque de faillite bancaire. Rappelez-vous, en 2011, à Chypre, c'est exactement ce qui est arrivé. On a ponctionné les comptes des épargnants pour sauver des banques qui étaient au bord de la faillite. Eh bien, aujourd'hui, la même situation peut se reproduire en France, en Italie, en Allemagne, dans tous les pays où il y a des problèmes financiers importants avec des banques en difficulté. C'est tout à fait ce qui risque de nous arriver, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout le système bancaire est fragilisé par la politique d'intérêt négatif qui, je le rappelle, a été mise en place pour sauver l'euro. Et puis, il y a un deuxième dispositif qui a été mis en place. Ce dispositif s'appelle le MES. Il a été créé tout de suite après la crise des subprimes. C'est un dispositif, en fait, qui sert à sauver des pays qui risqueraient de se trouver en grande difficulté en cas de spéculation sur les dettes souveraines. Alors ce fonds, ce MES, c'est un fonds, en fait, c'est un fonds européen qui a été constitué. Il est doté de 80 milliards d'euros et la France y a contribué à hauteur de 20%, c'est-à-dire 16 milliards d'euros. Oui, on vous dit la France, en fait, contribue à hauteur de 7, 8, 9 milliards par an. Oui, mais enfin, il y a d'autres dispositifs dont on ne parle pas, en particulier celui-ci, 16 milliards d'euros. Et il faut savoir que ce dispositif prévoit que les États doivent emprunter 700 milliards d'euros, jusqu'à 700 milliards d'euros, pour sauver un État en difficulté. Ça veut dire que si cela devait arriver, par exemple, sur la dette italienne qui est toujours très délicate, eh bien la France pourrait être obligée d'emprunter 140 milliards d'euros pour renflouer l'Italie en difficulté. Donc vous voyez un petit peu tous les risques qui sont liés au sauvetage de l'euro actuellement, qui pourraient nous conduire à une situation terrible et à un coût extraordinaire pour les particuliers, pour les ménages, pour les entreprises. Ce serait véritablement catastrophique. C'est pourquoi je pense que l'euro, aujourd'hui, a fait la preuve que ce n'est pas une monnaie adaptée à la situation économique et ce n'est pas une monnaie adaptée à quoi que ce soit, puisque c'est déjà une anomalie à l'échelle internationale, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui est associée à une banque centrale, qui elle-même n'est pas contrôlée par les États. Enfin, on est un petit peu dans une usine à gaz très biscornue, qui aujourd'hui montre ses limites, et on essaye de faire tenir tout ce château de cartes à coups de milliards et d'expédients qui nous coûtent extrêmement cher. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, soit les événements vont finir par nous conduire à une sortie de l'euro, soit il va falloir l'organiser. Et c'est vrai, organiser une sortie de l'euro, même pour un pays comme la France, ça ne pourra pas se faire sans douleur, parce qu'il faudra réadapter notre économie à tout cela. J'en parlerai très probablement dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous le dis, l'euro est véritablement un poison pour la France, et au-delà de la France, un poison pour nous tous et pour nos finances personnelles.